Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je suis avec Thibaut de Dux Reserve pour nous parler de multisig. Bonjour Thibaut. Bonjour. Bon bah Thibaut, merci beaucoup d'être ici. Alors peut-être que le plus simple c'est de tout de suite commencer par te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans le milieu de Bitcoin, pourquoi es-tu là? Oui, alors aujourd'hui, je travaille chez Knox Custody. Knox Custody est un custodian de Bitcoin basé au Canada. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. On travaille principalement avec des entreprises, donc en B2B, aussi avec investisseurs institutionnels un peu plus larges. On n'est pas du tout sur les consommateurs. Et par contre, récemment, j'ai lancé un nouveau projet qui s'appelle Dux Reserve. Dux Reserve étant un outil pour des particuliers désirant de conserver leur Bitcoin de manière complètement indépendante, simple et sécurisée. C'est gratuit, c'est open source, ça marche aujourd'hui avec Trezor, Ledger et Coldcard, et ça vous permet finalement de créer soit des portefeuilles, c'est-à-dire avec une clé que vous gérez, soit des coffres, c'est-à-dire avec plusieurs clés qui sont en votre possession aussi. Voilà, donc on essaie de rendre les deux expériences assez simples et aider finalement les particuliers à conserver leur Bitcoin tranquillement sans se prendre la tête. Très bien, alors je pense que la première question que je vais avoir, donc je te la pose tout de suite, c'est tu as parlé de custodial et là tu parles de gérer sa clé privée. C'est la grande différence, j'aborde très rarement dans mon cours qu'est-ce que c'est le custodial. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu donc dans les grandes lignes, hein, en quoi est-ce que c'est fondamentalement différent et ça remplit finalement des missions et des fonctions différentes dans l'écosystème Bitcoin? Absolument, deux modèles complètement différents. Le custodian, il faut penser que c'est un modèle où vous allez faire confiance à quelqu'un d'autre pour garder vos clés. Donc à ce niveau-là, il y a une dépendance à on appelle ça un third party, donc une tierce partie qui va finalement elle-même agir en tant que gestionnaire de vos propres clés Bitcoin. En général, c'est très pratique pour des entreprises qui ne sont pas du tout spécialisées dans la gestion de clés. Et puis à l'inverse, on a des modèles qu'on appelle non-custodial, donc des modèles où les particuliers vont gérer eux-mêmes leurs propres clés. Alors évidemment, il y a des entreprises aussi qui peuvent le faire, mais c'est un petit peu plus compliqué au niveau de qui gère les clés, combien de personnes sont impliquées, etc. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment de séparer ces deux modèles. Donc un côté où il y a une dépendance sur une tierce partie et de l'autre où vous êtes complètement indépendant et du coup responsable pour la bonne gestion de ces clés. Voilà, donc d'un côté, c'est peut-être plus simple et il y a enfin, une complexité qui va être abstraite de l'utilisateur, mais il peut y avoir certains risques. Et de l'autre, voilà, le côté indépendant vous permet vraiment de gérer vos clés solo et de ne pas se faire bloquer ou censurer par une tierce partie. C'est ça, tu parles de risque. Ce que j'essaie souvent d'expliquer, c'est qu'en fait, c'est simplement des compromis. Parce que si tu es complètement nul technologiquement, garder tes clés, tu vas peut-être faire plus d'erreurs et donc finalement bloquer ton argent toi-même. Tandis que finalement, le risque du custodial, c'est que l'argent soit bloqué, mais pour d'autres facteurs. Donc c'est toujours une sorte de compromis assez compliqué pour les nouveaux arrivants qui font souvent beaucoup d'erreurs. Beaucoup vont le laisser dans des échanges alors qu'ils devraient être en contrôle de leurs clés. Et à l'inverse, beaucoup du coup se mettent en contrôle de leurs clés, ne font pas les bons backups et derrière perdent leur bitcoin. Ma grande question du coup c'est en fait tu travailles dans les deux, enfin littéralement de ce que j'ai compris, tu travailles aussi bien pour du custodial que du non custodial, donc c'est vraiment un choix de travailler dans la sécurité bitcoin, c'est un sujet qui te passionne, enfin comment t'en es arrivé là? C'était pas du tout planifié, mais oui, bah, c'est deux modèles complètement différents. Donc par rapport à Nox, l'idée c'est de vraiment d'aller servir des entreprises qui finalement voilà, veulent s'exposer à Bitcoin, mais ont absolument aucun intérêt et aucune compétence à l'interne pour gérer eux-mêmes leurs propres clés. Voilà. Comment je suis arrivé là? Ben, c'est une histoire assez banale au final à ce niveau-là. J'étais dans un fonds d'investissement en 2015 à 2018. Et ce fonds-là, en 2016, a décidé de développer une thèse d'investissement en crypto. Alors, évidemment, c'était toute la shitcoinerie qui va avec. Et puis on pourra en parler plus tard Ouais, au je pense besoin. ça. Et en fait, ce fonds d'investissement-là, ça a réalisé rapidement que pour pouvoir avoir du Bitcoin, pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies, évidemment, donc toute la shitcoinerie qui vient avec, il faut être capable de gérer ses propres clés. Et donc, le directeur financier, quand il a réalisé qu'il allait
avoir un ledger, un petit device dans son tiroir chez lui avec plusieurs millions de dollars de Bitcoin. Il s'est dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, il faut qu'on trouve une entreprise spécialisée pour faire ça pour nous. Et en fait, il n'y en avait pas. C'était introuvable au Canada à l'époque. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré les fondateurs de Nox qui développaient une solution pour répondre à ce besoin. Et j'ai rejoint leur équipe cet été-là, en fait, été 2018, à temps plein, pour les aider avec tout ce qui était commercialisation et développement de produits. Et après, donc le côté de Dux Reserve, c'est finalement l'objectif derrière Dux, c'est de pouvoir gérer mes propres clés de manière indépendante, simple et en même temps sécurisée. Je dis mes propres clés parce que c'est un problème que j'ai eu pendant plusieurs années, que les personnes avec qui je travaille, notamment Alex, Mario et Ambre, ont aussi. Et donc finalement, à ce niveau-là, c'est vraiment un produit qu'on a développé pour nous. Donc c'est pas du tout pour les entreprises à la base, c'est pour des particuliers. Alors évidemment, on a vu différents logiciels qui existent, qui répondent aux mêmes besoins. On peut nommer Spectre, on peut parler de Sparrow. J'ai vu que tu avais fait une vidéo qui les comparait les deux avec Dux. Il y a aussi les wallets, il y a Unchained Capital, il y a Casa, enfin toute une ribambelle de services qui sont en train de se développer là-dessus. Qui sont assez récents Mais d'ailleurs, je hein. pense voilà, c'est ça, exactement. C'est assez récent. Il y a différents modèles de compromis, différents modèles de confiance. Nous, on a développé un modèle qui est vraiment basé sur. Alors, évidemment, c'est gratuit, c'est open source. Donc, ça, c'est la base. Et je pense que ça devrait vraiment être la base pour tous ces services-là. Et puis après, l'idée, c'est de potentiellement développer d'autres services intégrés sur cette plateforme gratuite et offrir, admettons, d'autres moyens de conserver ces bitcoins, comme le partage, donc on appellerait le partage des clés, la custody collaborative, où vous aurez, admettons, différentes personnes qui vont gérer des clés dans votre coffre, euh, des services d'héritage, des services d'achat et de vente de bitcoin depuis votre coffre. Voilà, après, l'imagination, finalement, c'est la seule limite pour développer d'autres fonctionnalités sur ce type de produit, quoi. Très bien, très bien. Du coup, Docs est open source, j'imagine. 100% open source, comment ça se passe? 100% open source, tout le code est sur GitHub. Donc, vous pouvez aller sur github.com/docsreserve et tout le code est disponible. Très bien, très bien. Je vais te poser, enfin voilà. Bah bon, bref, je peux te poser tout de suite une autre question parce que du coup, Docs est Et open source allons-y. comme on le voit, hein. Donc il y a le GitHub que j'essaie de vous montrer à l'écran. On va se mettre en écran principal. Avant ça, Ah, yeah. voilà, bonjour aux viewers. Ah ça y est, je suis de retour, ma caméra remarche. Ok. Bon, bonjour à tous les viewers, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup toujours pour votre soutien. J'espère que ce genre d'interview vous plaît. J'essaie d'en faire de plus en plus comme vous voyez. N'hésitez pas à liker et commenter si vous êtes sur YouTube pour la retransmission. Sinon, le chat, j'ai mon petit modérateur Lounès qui fait un boulot de ouf. Salut Swiss, salut tout le monde. Grande question, donc Docs est open source, donc il y a le GitHub, hein, pour tous ceux qui sont familiers avec GitHub, je vous laisse aller le visiter. J'ai pas encore fait de vidéo sur qu'est-ce que c'était GitHub. Je pense que c'est peut-être pas le moment. Par contre, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton expérience à travailler sur un projet open source, donc en parallèle de travailler pour Knox. Est-ce que ça te plaît plus? C'est quoi vraiment les difficultés que tu trouves? Vous êtes une équipe de 3, tu citais. J'aimerais bien voilà, avoir un petit ressenti. Personnellement, vous le savez, je ne sais pas coder, donc j'ai jamais contribué, on va dire, à un projet comme ça open source. J'aimerais bien que tu me dises un petit peu c'est quoi les avantages, les grosses difficultés que tu vois par rapport à ça. Surtout quand on parle d'un logiciel qui a vocation à sécuriser des fonds. Donc si vous faites une erreur, potentiellement, si pas assez de personnes regardent votre code, bah il y a beaucoup d'utilisateurs qui peuvent perdre de l'argent. Donc il y a également un effet de pression. Voilà, je ne sais pas si tu pourrais parler un petit peu de tout ça et de ton expérience là-dessus. Absolument, mais c'est finalement je pense que le côté open source est très intéressant parce que finalement il y a pas uniquement un auditeur qui va finalement décider d'auditer, de vérifier le code, comme c'est le cas, admettons, avec Nox, où on a fait des audits de sécurité, on a fait des tests de sécurité, on appelle ça du pen testing, enfin on est vraiment allé bien deep dans toute la sécurité. Pour Dux, finalement, on peut avoir. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs hein, qui ont star notre GitHub,
Mais dans le futur, on pourrait imaginer plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui peuvent voir ce code, qui peuvent l'auditer, qui peuvent déceler des bugs, des erreurs ou rendre tout simplement le logiciel beaucoup plus efficace et performant. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le open source, c'est que ça force vraiment une certaine rigueur de travail. Et Alex, d'ailleurs, te le dirais, hein, Alex, donc le lead dev qui a travaillé sur le développement de Dux, évidemment, il a fait tout son possible pour que le code soit impeccable, qu'il n'y ait pas d'erreur, que le nom de ses variables soit parfait, que les fonctions qui sont développées soient évidemment logiques, soient correctes, etc. Donc il n'y a pas uniquement le fait qu'on regarde la sécurité, mais il y a aussi le côté... il y a un côté un peu... finalement, c'est comme quand on développe du code, c'est comme quand on écrit un livre ou un article. Les personnes qui vont le lire vont pouvoir évidemment juger de la personnalité, vont pouvoir comprendre un petit peu comment le développeur réfléchit, comment est-ce qu'il construit sa logique, etc. Et donc l'open source est vraiment intéressant pour ça, je trouve. Ça développe vraiment, ça force la personne qui développe ou le groupe de personnes qui développent à être extrêmement rigoureux et méticuleux dans son développement, quoi. Important pour toutes les personnes, souvent on va parler de shitcoin après, hein. Il y a quelque chose que tu as dit qui est super important, surtout si on parle de shitcoin, shitcoinerie, c'est pas parce qu'un projet est open source qu'il est sûr. L'open source, ça permet simplement de vérifier. Si personne vérifie parce qu'ils veulent pas prendre la peine, ce projet open source ne vaut pas plus qu'un projet fermé. Et souvent on entend des altcoins qui sont open source mais personne ne vérifie le code et finalement ils sont très facilement exploit, t'as des bugs, des vols, etc. Donc c'est quand même une petite nuance qu'il faut toujours faire. Open source évidemment, mais il y a des limites à ce que ça peut permettre. En tout cas merci pour ton retour d'expérience. euh, Docs, donc je l'ai essayé en effet, tu m'avais parlé de la vidéo que j'ai fait la semaine dernière pour différencier les trois caractères, donc trois différents logiciels, c'était Sparrow, Docs et Spectre. Les trois ont quand même une vocation à faire du multisig facile pour la masse, ce qui je pense est absolument super parce que c'est des solutions qu'on a besoin et qui n'existaient pas forcément avant. Tout de suite, vous êtes parti sur du multisig. Clairement, quand on lance votre logiciel, ce qu'on va faire très rapidement, hein, je pense, dans pas trop longtemps, on voit que tout de suite, vous nous dites, allez, on part sur un 2 sur 3, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, c'est facile. Alors qu'avant, c'était quand même pas le cas. On déjà réussir à faire comprendre aux gens qu'il faut écrire 24 mots, donc avoir un hardware wallet, donc un portefeuille physique, c'était quelque chose. Aujourd'hui, on passe tout de suite à l'étape suivante. Bitcoin vient aujourd'hui même de taper les all-time high à 64 000 et des brouettes, hein. Forcément, il y a beaucoup de gens qui doivent évoluer en sécurité et passer sur du multisig. Tout de suite, du multisig, c'est un peu la vocation de Dux, toujours avoir le coffre-fort. Non, justement, et je vais peut-être rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, les utilisateurs néophytes qui vont laisser leur Bitcoin sur des échanges. Je pense qu'au début, c'est bien, c'est OK de le laisser sur l'échange, tant que vous ne laissez pas des sommes astronomiques ou vous ne le laissez pas pendant plusieurs mois ou plusieurs années. En fait, la sécurité, il faut y aller progressif. Il faut y aller doucement, il faut se familiariser avec les portefeuilles, que ce soit un portefeuille mobile, que ce soit un portefeuille physique. Il faut tester évidemment ses backups, il faut mettre un petit peu de Bitcoin, il faut redépenser de ce wallet, l'effacer, le réinitialiser, etc. Il y a toute une expérience, je pense, qui doit être parcourue et c'est un parcours qui est très personnel aussi. Pour le multisig, c'est pas la solution magique à tous les problèmes. C'est pas, je pense que voilà, Dux, on développe évidemment un coffre multisig pour Bitcoin. On va pas pour autant chanter le gospel du multisig à tout va, quoi. Il y a des utilisateurs, je pense, qui ne devraient pas utiliser le multisig parce qu'ils ne sont tout simplement pas prêts. Voilà, il faut d'abord passer par le stade portefeuille à une clé, comprendre comment ça fonctionne, et ensuite se créer un coffre multisig à, admettons, 2 clés sur 3 pour finalement évoluer, voilà, comme je disais, progressivement dans sa sécurité. Ouais, parce que déjà, si jamais les gens ne le savaient pas, quand on crée un multisig, on doit considérer qu'on a déjà des portefeuilles initialisés, hein. Donc, bon, là, je les ai sous la main, tu vois. Enfin, tu peux avoir un Coldcard ou un Trezor, un Ledger. Il faut que ces appareils soient déjà opérationnels
pour ensuite les combiner. Peut-être que tu peux du coup nous expliquer qu'est-ce que c'est, enfin le multisig d'un point de vue un peu plus technique, euh, comment ça marche, et après on répondra à la question de Lounès, parce que voilà, concrètement, techniquement, qu'est-ce que c'est un multisig en fait? C'est peut-être la base qu'on aurait dû commencer. Oui, absolument. Ben, si je prends l'exemple du portefeuille, où un portefeuille, ça comprend une clé. Et donc, dans un portefeuille Bitcoin, vous avez besoin d'uniquement une clé pour retirer et dépenser de ce portefeuille. Bon, bah, dans un coffre multisig, on n'a pas une clé, mais plusieurs clés. Ça peut être 3 clés, ça peut être 5 clés, ça peut être jusqu'à 15 clés. Après, évidemment, le plus de clés on a, le plus complexe ça l'est, évidemment. Et donc, l'objectif de ce coffre, c'est qu'on a besoin d'un certain nombre de clés pour pouvoir retirer et du coup dépenser de ce coffre. Donc, le modèle de coffre le plus commun, ça va être un coffre 2 sur 3, où donc vous avez 3 clés Bitcoin et vous en avez besoin uniquement de 2 sur les 3, peu importe les clés, pour retirer de ce coffre. Voilà. Et donc ensuite, faut essayer de comprendre que la clé, elle peut être gardée par un téléphone, mais elle peut être gardée le plus souvent par les périphériques physiques ou matériels que tu viens de montrer là. Donc, admettons un Trésor, un Ledger, un Coldcard, un Kobo, un Bitbox, etc. Hmm. C'est lequel ton préféré? J'ai souvent cette question qui sert pas à grand chose, hein, mais ton portefeuille physique du coup préféré? Juste rapidement, c'est lequel toi? Coldcard. Coldcard, hein. Coldcard. Coldcard. Ok, question de Lounès très importante, hein. C'est quoi l'avantage finalement d'un multisig face à une passphrase? Donc une passphrase, pour récapituler, c'est quand même, donc on a notre liste de 24 mots qui est notre mnemonic phrase, et on rajoute une passphrase qui est un gros mot de passe, on va dire, hein, en plus de ça. Donc comme je l'explique souvent, le voleur doit avoir accès aux deux, parce que s'il a accès qu'à un, il n'a pas possibilité de débloquer l'argent. Du coup, vous devez bien mémoriser votre passphrase si jamais vous la notez pas, mais idéalement il faut quand même la noter et faire des backups, parce que si vous la perdez, vous perdez l'argent qui est stocké du coup dans ce nouveau compte qui grosso modo comprend aussi bien la clé de 24 mots et la passphrase. Donc ça c'est le système passphrase. Le multisig, comme on l'a vu, c'est 3 appareils réunis vers un nouveau setup. Qu'est-ce que c'est les avantages et les inconvénients, et pourquoi est-ce qu'on choisirait un multisig par rapport au passphrase? Finalement, même pour un débutant, c'est quoi le plus simple? Je serais curieux d'avoir ton avis. Ouais, c'est une question qui est très populaire et je pense que la réponse, elle est assez simple. C'est que dans un modèle de portefeuille qui aurait un passphrase, on reste sur un modèle de point de défaillance unique. C'est-à-dire que si vous perdez votre passphrase, le backup de votre portefeuille, il sert à rien. C'est l'objectif du passphrase, c'est que ça va vraiment ça encrypte, ça va protéger ces 24 mots que vous avez, donc le mnémonique. Mais voilà, donc si vous perdez ce passphrase-là, c'est un souci. Au niveau du multisig, vous pouvez perdre un appareil sur les trois ou un seed sur les trois. Il n'y a pas d'événement, c'est pas un événement catastrophique dans le sens où vous n'allez pas perdre vos bitcoins. Voilà, donc il faut faire attention, je dirais, à ça parce que le passphrase, voilà, ça en reste vraiment dans le même modèle de point de défaillance unique. Je pense que c'est la clé sans faire de jeu de mots, c'est la clé à retenir, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Personnellement, Lounès, c'est la même, c'est la même réponse, hein. Moi, je suis beaucoup moins tech que vous, que beaucoup. Euh, mais quand je vois qu'il y a des gens qui n'écrivent pas leur passphrase samouraï quand ils commencent ce portefeuille, quand je vois des gens qui l'écrivent que sur un petit bout de papier volant alors qu'ils font attention à leur seed, je leur explique que si finalement ils en ont que un sur les deux, ils vont perdre leur argent. Donc il faut bien penser quand même à ce backup. Alors qu'avec la multisig, les gens ils ont l'habitude des 24 mots, ils ont compris ce que c'était. On leur explique que il faut les trois, enfin il en faut deux sur les trois pour débloquer l'argent. Un peut disparaître, ça reste. Tu peux perdre. Attends. Oui, tu peux perdre. Oui, mais attends. Je lis en même temps le chat, hein. Alors, les gens, si tu ne veux plus utiliser ton multisig, ça veut dire que tu as perdu la majorité des clés. Et ça veut dire quand même que t'as pas de bol, parce que par exemple un système comme Kazaa, pour citer un autre concurrent, ou même ici sur Dux, si on voulait créer un 3 sur 5, qui n'est pas encore disponible, mais je pense qu'on va en venir après, euh,
tu peux quand même te permettre de perdre deux clés. Et si tu te rends compte qu'une clé est compromise, dis-moi si j'ai tort, hein, tu peux switch, tu peux faire une rotation de clés pour tout de suite la remplacer. Est-ce que c'est ça? Oui, ça dépend du quorum, hein. C'est-à-dire que si tu es dans un quorum de 2 clés sur 3, tu peux perdre une clé, il n'y a pas de problème. Et après, même si tu perds 2 clés, admettons, sur les 3, tu pourras plus signer avec l'appareil qui te reste. Il faudra que tu ailles récupérer tes sauvegardes de clés, donc tes backups, et donc te recréer ces clés-là. Donc il y a quand même un certain nombre de pertes qui doivent arriver pour pouvoir finalement être bloqué et ne plus avoir accès à son coffre. Est-ce que le Mais plus encore une fois, le passphrase, je perds une passphrase, bah, c'est foutu. Au niveau du backup, j'aurai toujours accès à ma clé, à mon portefeuille matériel. Mais si jamais mon portefeuille matériel, je perds accès au PIN, bah là, dans ce cas-là, j'ai plus accès à mon backup. J'ai quelque chose qui est peut-être un petit peu plus complexe pour les utilisateurs. Quand tu crées ce portefeuille multisig, finalement, tu dois le recréer d'une certaine façon. Donc souvent, il y a... Enfin, je sais que par exemple pour Casa, ils vont te donner une liste d'instructions pour que tu puisses le faire toi-même. Est-ce que ça, c'est pas une contrainte plus compliquée pour l'utilisateur de réussir à recréer ce portefeuille plus tard si c'est pas s'il a utilisé par exemple des cartes, ou enfin des cartes, je veux dire des portefeuilles un petit peu complexes, un petit peu différents de la norme, si jamais il y a des chemins de dérivation différentes, est-ce que c'est pas plus compliqué de tout recommencer de zéro? Recréer un portefeuille avec une clé, c'est facile, enfin c'est facile, on a tous à peu près compris comment faire. Recréer un portefeuille multisig de zéro, ça peut paraître beaucoup plus compliqué à premier abord. Est-ce que c'est vrai ce mythe ou c'est moi qui me fais des films dans ma tête? Non, c'est évidemment plus compliqué, mais quel est l'avantage que tu vas en tirer de te mettre en multisig? Si tu n'as pas vraiment d'avantage, bon, bah, dans ce cas-là, il faut rester en portefeuille simple, à une clé. Mais après, au niveau de récupérer, si tu veux, un coffre multisig 2 sur 3, si tu as tes 3 seeds, donc tes 3 backups de chacune de tes clés, finalement, c'est tout simple. Tu réinitialises tes 3 dispositifs, donc admettons ton ledger, ton call card et ton trésor. Et puis, on peut recréer finalement ce coffre uniquement avec ces 3 seeds-là. Donc, je te dirais, le truc le plus important à ce niveau-là, ça reste les backups. Ça reste de bien gérer ses backups. Le problème de Casa, par exemple, c'est qu'ils recommandent à leurs clients de ne pas gérer les backups de leurs clés. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle seedless. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font en effet de la rotation de clés. Donc, si, admettons, je perds une de mes clés, je vais pouvoir demander à Casa de signer avec moi la deuxième clé que j'aurai encore, théoriquement, qui n'a pas de backup. Et eux, en fait, vont bouger tout simplement les bitcoins que j'ai dans un autre coffre. Et je vais pouvoir, du coup, retrouver une deuxième clé dans ce quorum. Donc, à ce niveau-là, c'est un modèle qui est intéressant. Il y a une certaine dépendance sur Casa, évidemment, puisque Casa a une troisième clé dans tous les cas. Une autre entreprise qui a un modèle similaire, mais qui est un peu plus conservatrice dans cette approche, ça va être Unchained Capital. Ouais. Unchained Capital aussi, ils offrent des coffres 2 sur 3. Ils ont une troisième clé, mais Unchained recommande à leurs clients de stocker aussi les backups de leurs 2 clés qu'ils gèrent de manière régulière, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Donc ça dépend, comme tu dis, c'est des compromis. Très bien. Euh, alors oui, évidemment, Lounès, et comme pour toujours, hein, il faut bien gérer ses backups. Alors, moi je l'ai déjà dit un milliard de fois, donc je vais te laisser le dire. C'est quoi les règles quand on écrit nos 24 mots, hein? On va voir si tout le monde connaît bien sa leçon. Déjà, pas le faire sur un ordinateur qui est connecté à Internet, ça c'est la base. Pas prendre de photos de son backup qu'on aurait écrit au crayon. Ne pas non plus laisser son backup écrit au crayon sur un bout de papier, idéalement le mettre sur un support qui est résistant à certaines intempéries, comme le feu, comme les inondations, et comme le temps, finalement, parce que ce soit de l'encre ou que ce soit du crayon à papier, si on garde ces bitcoins plusieurs années, bah, l'encre, elle s'estompe.
alors que le métal gravé, certains types d'alliages évidemment résistent à tout ça. Voilà, faire attention à bien gérer ça. Et c'est vrai qu'au début, ça paraît intimidant. On se dit, mais attends, Bitcoin, c'est digital, il va falloir que je fasse mes backups dans du métal. Ça paraît un peu Ouais, ça bizarre. paraît complètement fou la première fois que tu entends ça, hein. Surtout on te dit que t'as 24 mots, tu traverses l'Atlantide, voilà, et tu l'as toujours. T'es en mode, c'est pas possible. Quand on va te dire après qu'il faut le graver, c'est les gens tu les perds. Clairement, clairement. Mais je pense que ça, enfin, idéal, tout le monde fait son chemin, encore une fois, et à un moment donné, les gens apprennent et s'habituent à ces nouveaux standards-là, quoi. Ouais, très bien. Question du chat, est-ce qu'il y a un risque de stocker sur un cloud mais avec un fichier chiffré? Bah personnellement j'ai envie de te répondre oui, mais je suis pas assez tech. En fait, moi c'est toujours ma question, c'est pourquoi tu t'embêtes plus qu'autre chose. Je trouve que c'est assez facile une fois que tu as compris le principe de simplement écrire les 24 mots sur un endroit où, comme tu le dis, en faisant la bonne pratique, que d'aller s'embêter à le mettre sur du cloud avec finalement du chiffrage. Le chiffrage, il te faut le backup de ça, parce qu'à un moment, tu vas bien devoir le déchiffrer, donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec le même problème un niveau au-dessus. C'est à peu près ce que j'ai toujours compris. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, je dirais la même chose. Et puis après, le chiffrage, il faut évidemment voir quelle encryption est-ce qu'on utilise, quel est le passphrase, on va dire, qui va nous permettre d'aller décrypter le backup une fois qu'on veut y accéder. C'est un modèle de sécurité qui est différent. Il est plus pratique. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à développer quand même à ce niveau-là. Je sais que Square Crypto, il travaille sur des backups justement open source où finalement tu vas avoir donc ton backup qui est créé sur ton application mobile qui agit comme un portefeuille. Euh, il est chiffré dans l'application mobile. Ce backup ensuite est envoyé, admettons, sur iCloud ou même Drive, Google Drive. Et après, cette application-là va pouvoir aussi donc accéder à ces backups encryptés et les déchiffrer sur l'application avec le code de l'utilisateur. C'est des modèles qui sont intéressants. Je pense que ça va évoluer quand même. C'est encore très tôt. Je pense que le modèle physique encore de backup, c'est le plus sécurisé. Et c'est vrai qu'il est un peu intimidant. Puis après aussi, dans le modèle voilà, lifestyle digital nomade, si tu bouges beaucoup, je peux comprendre que ça peut être contraignant aussi de se balader avec des plaques en métal, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, ce qu'on peut en retenir déjà de tout ça, c'est que c'est quand même une industrie qui a encore beaucoup de boulot devant soi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de personnes qui se développent, il y a plein d'entreprises, hein. On en a parlé de 3, 4, 5, même on a cité au moins 7 noms. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont encore en train de se développer en ce moment. Il y a du taf, comme tu le dis. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'aimerais qu'on s'attarde du coup sur Dux, qui est un petit peu la raison de ta venue ici. Quand est-ce que vous avez commencé le projet? Explique-moi un petit peu les prémices, pourquoi faire ça. J'ai cru lire un thread d'un de tes cofondateurs, co-créateurs, qui avait subi une attaque à 5 euros. Alors je sais pas comment on l'a traduit. L'idée elle est très simple, hein, c'est que les gens arrivent chez vous et vous frappent, peuvent aller jusqu'à la torture, la menace, pour que vous leur donniez vos bitcoins. Donc ça, c'est un vrai risque de sécurité. Je sais pas si tu veux parler rapidement de ça. Et du coup, en fait, bah voilà, qu'est-ce que c'est de l'origine de Docs Reserve? C'est quoi votre histoire? Mais l'attaque à 5 dollars ou 5 euros, peu importe, elle est bien réelle. Après, il faut pas non plus utiliser le marketing de la peur et inquiéter les néophytes qui souhaitent gérer leur propre Bitcoin. Ça reste des attaques qui sont peu répandues, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, la preuve. Et donc, du coup, le multisig, c'est un modèle de sécurité rapidement hein, qui te permet d'ajouter un certain niveau de redondance et du coup qui peut, si bien mis en place, éviter de ce type de réduire, disons, ce type de risque-là. L'histoire de Dux, après, elle a plusieurs années. Moi, j'ai commencé à discuter un peu de projets Bitcoin et de projets de gestion de clés avec Alex il y a à peu près 2 ans maintenant sur Montréal. Moi, j'ai habité 9 ans à Montréal. C'est comme ça que j'ai découvert euh, tout l'écosystème d'ailleurs Bitcoin là-bas. C'est comme ça que j'ai rencontré Alex. J'organisais à Montréal ce qu'on appelle des soupers ou des dîners shelling.
Donc des dîners uniquement pour bitcoiners où on parle d'économie, philosophie, nutrition, shitcoinerie, etc. Et dans ces dîners, voilà, on s'est rencontrés, et puis on a commencé à échanger sur tous ces sujets. Et puis c'est pas passé grand-chose pendant ces 2 ans. C'est une idée qui a germé un peu dans ma tête, dans celle d'Alex, etc. Et puis quand je suis revenu en France cet été, je devais rentrer pour les vacances 3 semaines comme je fais d'habitude sur la Côte d'Azur. Et finalement, mon vol Air France a été annulé. Donc j'ai essayé de rester. C'est un bel endroit pour être bloqué pendant plusieurs mois. Donc j'en ai profité pour me ressourcer. Et à ce moment-là, Mario, qui est la troisième personne avec qui on a commencé ce projet-là, m'a contacté sur Twitter pour parler du projet Bitcoin, etc. Et on s'est fait un appel et de fil en aiguille, on s'est un peu motivé on avait un peu les mêmes idées de lancer un projet Bitcoin en Europe, un projet pour aider à sécuriser nos avoirs, mais aussi aller au-delà de ça, c'est-à-dire développer des services financiers natifs à Bitcoin qui émaneraient de cette plateforme open source de gestion de clés. Et puis donc dans ces conversations, j'ai reparlé à Alex un peu comme ça pour voir où est-ce qu'il en était dans ses projets, dans sa vie. Je sais qu'Alex avant il a bossé chez Bull Bitcoin, qui est un échange au Canada. Il a bossé avec d'autres échanges à Montréal aussi. Et puis voilà, en fait, Alex il avait aussi lui réfléchi à ce projet-là, ça a un peu mûri dans sa tête. Et puis ce que je me suis dit à ce moment-là, ça c'était en septembre dernier, c'était que le mieux serait de faire un design en fait, c'est-à-dire de designer ce type d'application, à quoi ça ressemblerait, etc., pour voir s'il y a quelque chose à faire. Puis c'est comme ça que le premier brouillon est né en une semaine. Après, on a commencé à bosser dessus. Ça, c'était en octobre. Et puis, on a lancé notre première version en février, je crois. Voilà. Ok, super. Il y a un truc qui m'a fait rigoler. Tu parles souvent de shitcoinerie, hein. On est d'accord que Dux est seulement pour Bitcoin. C'est une question que j'ai assez souvent. Donc, pour répondre aux viewers, j'imagine répondre oui. Mais je te laisse argumenter pourquoi. Est-ce qu'il y a des shitcoins de prévus sur Dux ou est-ce que c'est possible de stocker d'autres actifs que Bitcoin? Over my dead body. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc non, 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 ce sera que Bitcoin. Après, Bitcoin, comme c'est un protocole avec beaucoup de capacité, hein, le jour où il y aura des tokens sur Bitcoin, du RGB, j'imagine que potentiellement ça sera toujours adapté. Je sais pas si je m'embarque dans un truc un peu trop complexe, mais dans l'idée. Oui, Euh, non, l'idée, c'est vraiment d'être concentré sur Bitcoin. Il y a assez de travail sur Bitcoin déjà, je pense. Après, évidemment, le sujet de shitcoinerie, il est vaste. Je réfère d'ailleurs ton audience à un article que j'ai eu la chance de publier sur le journal du coin qui s'appelle La grande peste de la shitcoinerie, qui relate un peu de toutes les histoires nauséabondes de la shitcoinerie qui datent depuis plusieurs milliers d'années, hein, il faut le savoir, c'est pas nouveau ce phénomène. Et en tout cas, c'est une belle distraction. Et donc, nous, on a décidé évidemment de se concentrer uniquement sur Bitcoin. Très bien. Et bah écoute, je pense que je vais essayer le truc du coup. Alors, c'est en bêta, donc les gens peuvent l'essayer dès maintenant. Il faut aller où? Vous avez peut-être tous les liens disponibles facilement. Comment ça se passe? Oui, absolument. Il faut aller sur Docs Reserve. Alors aujourd'hui, c'est Docs Reserve slash We Are All Satoshi. On a mis les liens pour télécharger l'application directement sur cette URL. On va changer le site, on le mettra directement sur le site principal. Voilà, donc c'est une bêta, donc il faut l'utiliser avec du testnet ou alors avec des petits montants de Bitcoin pour rester conservateur dans son approche, ne pas mettre 0,5 BTC tout de suite dessus. Évidemment, nous, on l'a testé énormément à l'interne, en long, en large et en travers, mais on ne sait jamais. On préfère rester conservateur là-dessus. Puis je pense que la bêta, elle va rester en bêta pendant plusieurs mois. On n'est pas pressé. L'idée, vraiment, avec la sécurité dans cette industrie, c'est d'y aller tranquille, voilà, d'avoir certains chercheurs en sécurité aussi regarder le code,
J'aimerais qu'on fasse des bug bounty. Donc, on offre des récompenses à des personnes qui vont trouver des potentiels risques, etc. Donc voilà, l'idée c'est ça. Vous pouvez y accéder facilement sur ce site et c'est disponible autant sur Mac que sur Windows que sur Linux. Ah, super. Donc en effet, il y a les sites. Et j'ai une question quand même qui est assez intéressante parce que donc Lunas, je vais couvrir Dux en vidéo évidemment à part. Donc, je pense que ça ce sera un peu près la clôture de tout ce projet que j'apprécie. Signature, il me pose une question que je réponds rarement ou même que j'ai jamais abordée dans le cours. Si tu pourrais donner en quelques phrases, qu'est-ce que c'est quand Lunas dit on n'oublie pas de vérifier la signature. C'est quelque chose que moi-même j'oublie de faire un peu trop souvent. Je serais curieux que tu nous expliques ça pour notre audience, un petit peu plus tech, sécurité, mais très important. Mm, absolument. Les signatures, alors c'est donc Alexandre Alex Castelnine, qui est le développeur qui a créé ce logiciel avec qui je travaille, a signé avec sa propre clé le fichier exécutable de l'application. Donc il en a signé plusieurs, puisqu'il y a plusieurs fichiers exécutables. Comme je l'ai dit, il y en a un pour Mac, un pour Linux, enfin, il y en a plusieurs pour Linux et un autre pour Windows. Et donc, ce qu'on recommande évidemment, c'est que les utilisateurs, quand ils téléchargent leur application, admettons, il est sur Mac, pouvoir télécharger son application Mac et finalement vérifier que l'application qu'il a téléchargée sur son ordinateur avant de l'exécuter, c'est super important, vérifie que cette application-là, elle a bel et bien été signée par Alex et que c'est pas une application qui ressemblerait à l'application de Dux, mais qui serait une application malicieuse qui essaierait de lui piquer ses bitcoins. Voilà. Et donc Alex, ce qu'il a mis sur le site, il a mis ses signatures et il a mis sur différents channels. Donc ça va être sur Twitter, ça va être dans sa signature d'email, ça va être dans plusieurs endroits sur Internet. Il a mis sa clé publique, ce qu'on appellerait son fingerprint. Et en fait, l'utilisateur, on a mis un petit guide très court, mais on va développer un peu plus là-dessus. L'utilisateur, avec tous ces éléments, il va pouvoir donc vérifier que le logiciel qu'il a téléchargé a bel et bien été développé par Alex parce qu'il a bel et bien la signature d'Alex. Voilà. Très bien, bah, c'était assez concis. Sachez du coup que ça, c'est pour quasiment tous les logiciels, hein. Enfin, je veux dire, là, on parle de Alex et de Dux, mais une grande majorité des logiciels, généralement, font bon, alors, plus ou moins cette même logique de signature, parce que le mot c'est quand même Don't Trust Verify. Donc, si on ne peut pas vérifier, il y a un problème. Je dirais, habituellement, les gens ne sont pas habitués à vérifier les signatures de leur logiciel parce qu'ils font confiance à des entreprises qui le font à leur place. Admettons, Apple ou Microsoft vont vérifier les signatures des développeurs qui envoient des mises à jour sur leur plateforme. Donc nous, on est en train, admettons, on attend nos certificats d'Apple et de Microsoft pour pouvoir aller distribuer l'application Dux directement sur les App Store respectifs de ces boîtes-là, qui fait qu'après, les utilisateurs pourraient avoir confiance uniquement dans Microsoft ou dans Apple, que ces entreprises-là vérifient les signatures pour eux. Parce que c'est vrai que ça paraît intimidant, c'est pas compliqué à faire, mais ça implique un petit peu de command line et il faut quand même le vouloir pour le faire. Mais c'est un exercice qui est intéressant. Et je pense que tous les utilisateurs Bitcoin devraient être familiers avec ce concept et avoir même déjà essayé de vérifier des signatures. Eh ben abonnez-vous les amis parce que ce sera le sujet d'une vidéo. Alors on va la séparer histoire de pas vous écrouler d'informations et que ça soit facile et compréhensible et je peux le mettre quelque part dans le site et dans le cours Teachable. Mais évidemment likez, poussez, abonnez-vous. J'ai une question de Lounès qui est assez intéressante parce que du coup j'ai la même. Tu as parlé de Bounty, de Bug Bounty. Donc le principe c'est de fournir des graines, de payer des gens si jamais ils trouvent des erreurs dans votre code. Donc en général, hein, pour un projet, ce qui permet de le rendre plus résilient, etc. Pour vous donner une idée très concrète, facile, c'est que si Bitcoin avait un bug critique où on pouvait voler tout l'argent, le bounty, il serait à des milliards, des centaines de milliards, parce qu'on pourrait simplement voler plein de Bitcoin. Donc ça c'est une façon de voir la logique. Si on le pense plus d'un terme entreprise, c'est l'entreprise qui va dire si vous trouvez un bug et que vous nous envoyez les informations et qu'on arrive à le fixer,
on vous payera. Est-ce que c'est un bon résumé? Et si c'est ça que vous voulez faire, comment est-ce que vous comptez payer? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il y a un business model derrière Dux? Je suis assez curieux. Oui, alors, oui, on veut finalement encourager la sécurité et aller chercher des utilisateurs compétents qui peuvent tester notre application. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Dux ne voit jamais les clés privées de ses utilisateurs. On voit uniquement les clés publiques. Et ces clés publiques-là sont uniquement visibles sur l'application qui est exécutée sur l'ordinateur de l'utilisateur. C'est-à-dire que Dux ne gère pas de serveur à ce niveau-là. Il n'y a pas d'échange de données avec nos serveurs, puisqu'il n'y a pas de serveur finalement. Tout se passe sur le client, donc sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc après, au niveau de la sécurité, il y a évidemment certains risques, mais qui sont quand même extrêmement minimisés de par notre modèle de sécurité à ce niveau-là. Donc les bug bounty, pour être totalement franc, ils sont encore à déterminer. Ils vont être en fonction évidemment la catégorie des risques. Est-ce que le risque est banal ou est-ce qu'il est critique? En fonction de ça, voilà, on pourrait offrir certaines récompenses qui seraient évidemment des SAT. Alors après, c'est pas un projet avec lequel on fait de l'argent aujourd'hui. Donc évidemment, ces bug bounty, c'est pas des bug bounty standards que des grosses entreprises comme Apple ou Microsoft pourraient payer, c'est pour reprendre leur exemple. Et en même temps, on n'est pas rendu du tout à leur échelle. On est encore un tout petit projet open source bien niche. Voilà, l'idée en fait, c'est de dire, comme on est open source, on veut encourager le Don't Trust Verify. On a essayé de le traduire d'ailleurs en français, c'était une galère pas Ben, possible. On a mis rester sceptique, vérifier. Je suis pas ah sûr encore, ouais, mais alors bon. moi, littéralement, moi je dirais ne faites pas confiance, vérifiez. Et je pense que quelqu'un m'avait dit que Ouais, ouais. l'expression française c'était la confiance n'implique pas la vérification. Il faut reprendre la phrase de, je sais plus si c'était Nixon ou Corvatchez qui disait ça. En fait, c'est pas parce qu'on fait confiance qu'il faut pas vérifier. Si quelqu'un dans le chat la connaît, faut la mettre. Mais nous deux, enfin, t'as vécu au Canada. Personnellement, j'ai également vécu une partie de ma vie au Canada. Ouh, je dévoile un peu ma Ah vie. ouais. Clairement, moi, j'ai toujours tout fait en anglais. Donc, je suis nul en français. Je suis dyslexique en plus. Vous le savez, je dis toujours des expressions qui ne veulent rien dire. Donc, je suis pas le meilleur pour traduire les documents en français. Je me suis mis sur le tableau de bord de Dux, du coup, sur le portefeuille que j'avais montré dans la dernière vidéo. Euh, je sais pas pourquoi je disais ça. Je disais ça parce que j'étais dessus. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux qu'on recrée un portefeuille depuis le début et qu'on explique un petit peu, ou est-ce que tu as des commentaires par rapport à ce tableau de bord, à qu'est-ce que tu penses de l'interface, que je trouve personnellement très belle, hein, elle est très sobre, très simple. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Et d'ailleurs, question, c'était quoi ta partie dans le développement du site? C'est peut-être ça où j'aurais dû commencer. Qu'est-ce que tu as codé toi? Est-ce que vous êtes tous un petit peu ensemble? Ouais, faites confiance mais vérifiez. C'est ça, merci pour la phrase. Est-ce que du coup vous avez tous travaillé ensemble ou est-ce que toi t'es spécialisé sur un domaine plus particulièrement? Ouais, alors plusieurs questions. Je pense que ce serait intéressant si tu as plusieurs portefeuilles matériels ou périphériques matériels, comme on les Ouais, appelle. voilà, c'était la question de comment on Je peux traduit ça. expliquer pourquoi on les appelle comme ça. Je pense que ce serait intéressant de faire une création de Ouais, coffre multisig 2 sur 3, alors je vais faire ça. pour Du coup, voir le un peu résultat comment ça se final, passe. les amis, c'est ça, hein. Le résultat final, ça va être en fait du coup notre coffre. Il faut que ça charge, j'avoue que c'est pas le plus rapide, j'en suis désolé. Ouais, je vais vous fermer ça. Du coup, je vais juste quitter et on va recommencer. On va relancer Dux. Réinitialiser votre compte, du coup, j'imagine. Tous les portefeuilles seront effacés. Et bah oui, allez, je fais l'effort avec vous. Du coup, conservez vos clés pour vos bitcoins. Ajoutez un portefeuille ou créez un coffre multisite pour gérer vos bitcoins. Toutes vos clés sont générées sur un périphérique matériel sous votre contrôle. Mais qu'est-ce donc un périphérique matériel? Un périphérique matériel, c'est cette clé que vous avez qui est sécurisée par ce périphérique physique, donc admettons le ledger, le trésor ou le cold card. Voilà.
Exact. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle périphérique matériel plutôt que portefeuille physique? Euh, Ça, l'idée, c'est dans la tête de l'utilisateur, détacher ce périphérique matériel de l'idée de portefeuille. Parce que ce périphérique matériel peut autant faire partie d'un portefeuille que d'un coffre. Un portefeuille nécessiterait uniquement un seul périphérique matériel. Un coffre nécessitera plusieurs périphériques matériels. Donc de dire qu'on utilise plusieurs portefeuilles physiques pour créer un coffre, je trouve que ça porte à confusion. Voilà. Et donc vraiment, l'idée de Doug, c'est d'aller créer cette abstraction dans l'expérience d'utilisateur et de dire que le portefeuille ou le coffre, il est existant sur votre ordinateur via l'application et que cette application-là vous permet finalement de gérer les différents périphériques matériels que vous utilisez pour retirer soit de ces portefeuilles, soit de ces coffres. Très bien. Et n'oubliez ça surtout pas, c'est quelque chose qu'on dit rarement, mais entre Bitcoiners on le comprend, c'est qu'un portefeuille donc physique, comme moi je l'appelle, une périphérique matérielle, c'est en fait simplement un porte-clés, vu que c'est quelque chose qui détient des clés. Enfin, c'est ça, hein, on est d'accord, si on le simplifiait. Ouais, ouais. Si on le simplifiait, c'est un porte-clés en fait, pas un portefeuille. Alors, dans ce que vous avez vu avant, je vous avais fait importer votre fichier de configuration et j'avais donc réouvert un portefeuille déjà existant. Cette fois-ci, on va appuyer sur commencer et du coup, on va l'initialiser nous-mêmes. Alors évidemment, on est en bêta, comme tu l'as dit, il faut faire attention, il ne faut pas mettre trop d'argent ou utiliser le testnet. Bon, je sais pas si je vais faire un virement aujourd'hui, donc on va simplement faire OK, j'ai compris. Portefeuille pour des petits montants, coffre long terme. C'est là la différence du coup qu'on a discuté un petit peu plus tôt sur une clé privée ou une multitude de clés privées. Est-ce que c'est bien ça la différence entre les deux là? Oui, absolument. C'est ça la différence. Parfait. Une clé ou plusieurs. Ouais. Alors on va faire créer un coffre. Bon alors il faudrait un mot de passe. Idéalement, j'imagine que tu conseilles d'utiliser un gestionnaire de mot de passe pour générer ce mot de passe ou comment tu le conseilles dans votre best practice, on va dire? Bon, alors oui, idéalement, tous les mots de passe d'un utilisateur devraient être générés par un gestionnaire de mots de passe. Je recommande Bitwarden personnellement parce que c'est celui que j'utilise, qu'il est open source et qu'il a un modèle gratuit, il me semble. Mais voilà, idéalement, oui. Alors, Bitwarden est également le gestionnaire de mot de passe que Lunes conseille généralement. Donc, ça peut. Je Bon, pense que ça, c'est un choix qui est Younes plutôt solide. recommande, on valide. Ouais, on valide. Sachant que j'ai commencé à l'utiliser également, je suis en train de migrer, on va dire. Parce que j'avoue que c'est un peu plus chiant que je pensais de migrer doucement vers un autre gestionnaire de mot de passe, surtout quand on est habitué. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. Alors, hop, excusez-moi, j'ai trouvé mes codes que je voulais. Du coup, je vais vous prendre un mot de passe compliqué d'un gestionnaire de mot de passe. Donc, dans ce cas, si vous êtes déjà connecté à votre gestionnaire de mot de passe, ce que vous devez faire, c'est aller en haut à droite. Et, attendez, je peux peut-être le montrer. Hop, vous allez directement dedans. Et là, vous allez faire, en fait, générer un mot de passe. Ça va être un mot de passe un peu compliqué. Vous le copiez. Et après, vous pouvez l'écrire. Et ce que vous allez faire, pour pas le perdre, vous allez créer en fait une note dans ce même gestionnaire de mot de passe où vous allez l'inscrire. Donc vous saurez que cette note représente par exemple Tux et en dessous il y aura le mot de passe un peu compliqué. Si je dis de la merde, il faut absolument me prévenir hein, parce que vous êtes plus expert que moi en sécurité. C'est nickel. Ok, ça marche. Bon, créer mon mot de passe. Comme tu l'expliquais, pour l'instant, il y a le 2 sur 3. Le 3 sur 5 est prochainement et personnalisé et prochainement. Tu peux peut-être nous parler un peu techniquement pourquoi cette approche progressive, c'est plus compliqué, c'est plus galère. Voilà, pourquoi pour l'instant il n'y a pas tout de dispo, même si voilà. Alors, on a décidé de faire ça pour avoir une opinion et guider l'utilisateur dans un choix de coffre, le plus simple évidemment, donc 2 sur 3. Niveau mécanique, en arrière-plan, sous le kimono, tout est prêt pour faire du 3 sur 5, tout est prêt pour faire du personnalisé. C'est un peu plus un défi au niveau interface.
Mais ça reste, on a développé on a un truc, je pense, qui tient la route. Et l'idée, c'est plutôt voilà, de commencer très simple et ensuite d'aller offrir d'autres options à l'utilisateur. Voilà. Après, loin de nous l'idée, l'envie d'aller materner les gens, mais finalement, la raison pour laquelle on a développé Dux, c'est pour pouvoir offrir un logiciel qui a peut-être moins de fonctionnalités, peut-être moins de choix pour l'utilisateur. Admettons, si on regarde et qu'on comparerait à Sparrow Wallet ou à Spectre Wallet, qui sont extraordinairement complets, ces logiciels, ils peuvent aussi paraître un petit peu intimidants. Donc nous, on s'est dit, on va mettre moins de features, on va donner moins d'options à l'utilisateur et on va essayer de rendre voilà, le UX beaucoup plus abordable. Très bien. J'ai une question du chat qui parle de Umbrel et du coup c'est quelque chose qu'on a peut-être dû parler avant. C'est là on va créer le portefeuille, on n'est pas connecté à notre node. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors c'est peut-être la petite news en avance, c'est dans les tuyaux de connecter son portefeuille du coup Docs avec sa node Umbrel, comme ils le font déjà pour d'autres. Est-ce qu'il y a des infos là-dessus, vu que j'ai les deux personnes peut-être concernées avec moi en ce moment même. Je sais pas si on peut l'avoir cette info. Ouais. Il y a du flirt, il y a du flirt. Non, mais disons que nous, depuis le début, l'objectif, c'est de permettre à l'utilisateur d'ajouter sa propre node, son propre nœud, voilà. Umbrel, évidemment, ils ont fait un produit qui est impeccable, qui est extrêmement facile à mettre en place. On adorerait être sur l'App Store d'Umbrel. C'est une question de, voilà, il faut mettre ça en priorité et développer le bridge entre les deux. Mais oui, on a envie de mettre ça en place. C'est une question de temps, je pense, si les deux côtés sont d'accord. Après, voilà, l'objectif, c'est d'offrir d'autres options de nodes potentielles dans le futur, Ouais, tout en laissant l'option Blockstream initial. à la base. C'est une option par défaut qu'on a mis. Donc aujourd'hui, on utilise Blockstream pour donner les montants de balance à chaque utilisateur et aussi pour diffuser les transactions sur le réseau Bitcoin. Donc voilà, je pense que c'est au niveau du onboarding, ça reste plus simple, ça reste plus abordable. Donc ça reste vraiment dans notre philosophie de rendre l'expérience utilisateur plus accessible. Mais il faut savoir qu'il y a un compromis au niveau confidentialité et vie privée, quoi. C'est-à-dire que Blockstream, théoriquement, pourrait aller obtenir certaines informations qui pourraient compromettre la vie privée de l'utilisateur qui utiliserait l'application Docs avec le mode Blockstream. Mm. Voilà. Très bien, c'est important de préciser. Allez, on continue donc dans la mise en place. On va donc ajouter trois clés. On va appeler le coffre live test docs, hein, on va pas s'embêter. Et un au cas où. Créer coffre. Création de votre coffre 2 de 3. C'est le moment de connecter votre périphérique première périphérique matériel. Ok. Périphérique matériel numéro 1. Choisir votre première périphérique matériel pour ajouter sa clé privée à votre coffre. Choisir. Alors là, on a des petits bugs hein, en UI. Je te coupe. Hein, Ouais. le français est plus long que l'anglais, donc ça a pété notre CSS un petit peu, mais ça fonctionne quand même très bien. Oui, alors évidemment, vous vous en doutez, un, on est live. Deux, la version française que j'ai téléchargée, je pense, est sortie hier ou avant-hier. Donc on est vraiment sur Enfin, où c'est sorti il n'y a pas trop longtemps. Il faut être tolérant, bien sûr. Personnellement, je le suis. Hein, quand on essaie des projets aussi niches, comme tu le dis. Pour moi j'adore. Je trouve ça super passionnant. Voilà, évidemment, il faut être tolérant. Je le suis. Soyez-le également. Je pense que c'est important de le préciser. On va commencer tout de suite avec une trésor. Donc on appuie sur trésor, ajoutez votre première clé. Alors il faut la connecter, ça c'est moi qui aurais dû peut-être prévoir le câble. Est-ce que j'ai un câble dans le coin? Est-ce que j'ai un câble? On va trouver un câble. Ok, j'ai trouvé un câble. Hop, on va remettre même ma tête en attendant. Ok. Qu'est-ce que je peux débrancher? Je peux débrancher ça. Hop là. Donc l'idée, comme vous le savez, hein, on a déjà programmé ce genre d'appareil. C'est-à-dire que j'ai déjà initialisé l'appareil comme on l'a vu dans le tutoriel partie 1 de Trésor. J'ai déjà écrit les 24 mots et j'ai déjà mis un pin. Il est donc complètement utilisable. Je pourrais recevoir des bitcoins dessus
comme je pourrais rajouter une passphrase et continuer à l'utiliser. Il n'y a absolument aucune limite. Là, je vais simplement utiliser cet appareil pour en plus créer quelque chose d'autre. Donc on me demande de le brancher. Oui, c'est important de préciser aux gens quand même que c'est pas parce qu'on l'utilise pour du multisig que d'un coup il est obsolète pour le passer. C'est souvent une misconception que les gens ont. Alors, débuter. Il me demande mon PIN. Alors, j'espère que c'est le bon. Du coup, toi, tu travaillais plus sur l'UX, sur quel aspect du protocole? Je sais pas si tu avais répondu. Excuse-moi, j'ai oublié de te répondre là-dessus. Donc, toute la partie design, voilà, mise en place des flows d'utilisateurs, etc. Tout le UI UX. Après, Ambre qui, dans l'équipe aussi, porte ce chapeau. Voilà, après, moi, j'interagis aussi beaucoup avec Alex sur le dev. J'ai pas dev quoi que ce soit dans cette application. Je suis, on va dire, moitié technique. Voilà, mais j'ai rien commit à ce niveau-là dans le code. Très bien, ça marche. Ambre, est-ce que Ambre parle français? Parce que c'est une question. On parle français, on est tous francophones. Ok, Un québécois et trois français. parce que je cherche des personnes susceptibles de venir parler à Surfing Bitcoin. Donc, s'il faudrait qu'on en reparle, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, on a la clé Ouais. numéro un. Ajoutez votre périphérique numéro un, trésor. C'est quoi ce code? Je ne sais pas si tu le vois. À côté du trésor, c'est le numéro de série. Qu'est-ce que c'est? Empreinte numérique unique du périphérique. Bah, c'est expliqué, c'est très clair. Voilà. Voir clé publique, une grande question que je vais avoir, c'est est-ce que les gens devraient backup leur clé publique? Oui, et on la backup pour eux une fois le coffre terminé. C'est-à-dire qu'on leur permet de télécharger le document qui répertorie les trois clés publiques qu'on appelle des expubs du coffre, et ainsi que d'autres informations comme les derivation paths. Et on permet à l'utilisateur voilà, de gérer tout ça de manière complètement indépendante euh, voilà, Ok, sur leur ordinateur. Ah, merci. super. Du coup, Ma batterie de téléphone est morte, c'est pour ça que j'ai eu du renfort là. Mais on est bon là. ok. Dans tous les cas, on va le setup, hein. Je pense que en tout, dans 20-30 minutes, on aura fini, hein. C'est comme ça, en fait, j'en profite. Je me suis dit, quitte à t'avoir, quitte à tout faire, au moins on a tout de suite notre tutoriel avec littéralement un des devs, enfin une personne qui contribue fortement là-dessus. Je trouve que c'est une idée plutôt bien. Donc on n'a pas besoin de faire voir clé publique, on peut tout de suite continuer. Donc on a le numéro un, comme vous le voyez, c'est super simple. Ça veut dire que je vais tout de suite enchaîner avec le numéro 2. Si on se dépêche, en gros, vous allez voir que ça prend vraiment une minute par appareil, quoi. En 10 minutes, tu peux avoir complètement terminé ça. Je sais pas combien de temps il te faut quand tu fais tes tests, une fois que tu es bon avec tes matériels. Je suis assez curieux. On est rodé maintenant. On va pouvoir se la péter. Dire qu'on crée un coffre en moins de 30 secondes. C'est ça, hein, regarde. Hop, hop, Ouais. hop. Le plus long, c'est de littéralement trouver les chiffres qu'il y a là-dessus, hein. Voilà, le numéro 2 est fait. Ce qui m'a impressionné quand j'ai essayé ça et quand j'ai essayé également Sparrow et Spectre, c'est vraiment la différence par rapport à Electrum et la facilité que c'est comparé au passé, quoi. Hop, Clairement. numéro 3, on prend une call card. Alors, call card, les amis, je vous en ai jamais parlé encore. Enfin, je vous ai toujours mis des photos de call card avec mes lapins. Je vous ai toujours expliqué que c'était un portefeuille physique un peu cool. Je le garde pour plus tard parce que c'est un petit peu plus complexe, on va dire, et c'est moins user-friendly. Mais pendant que je l'initialise, peut-être que tu peux me parler de Coldcard si c'est ta truc préféré. Pourquoi est-ce que c'est mieux Coldcard? Enfin, c'est quoi un petit peu la grande différence avec les deux autres? Le temps que j'initialise, comme ça, tu peux parler de ça si ça te dit, évidemment. Oui, absolument. Bah déjà, honnêtement, tout simplement, le périphérique en lui-même, il est très très stylé. Il a un côté un peu cypherpunk. Voilà, on aime bien le côté transparent. Il y a quelque chose de sympathique avec ça.
Deuxio, le clavier qui a une pression physique avec un retour de clic. C'est très très agréable à sentir. On a l'impression qu'on contrôle bien voilà, le mot de passe finalement, le PIN. Après, je dirais, voilà, quand on ouvre son call card, call card va demander, alors, il coupe le mot de passe en deux, il demande un préfixe et un suffixe. Et en fait, le préfixe, ça permet de vérifier après que la call card n'a pas été modifiée, qu'il n'y a pas eu de changement physique dans les composantes, et de s'assurer que la call card qu'on a en main, c'est bien la vraie, la bonne call card. Et call card va vous montrer en fait deux mots qui sont générés automatiquement par le périphérique. Ces mots-là, évidemment, à l'initialisation, l'utilisateur, il a pris note de ces mots et il peut, à chaque fois qu'il réutilise sa call card, vérifier que la call card qu'il a dans ses mains, c'est bel et bien la bonne call card. Alors qu'avec Trezor et Ledger, qui sont d'autres périphériques matériels, on n'a pas cette option-là. Il y a aussi une petite lumière qui est sympa sur la call card qui va vous dire verte quand tout va bien et qui est rouge quand tout va mal. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Voilà, on la voit là. Et puis sinon, j'aime beaucoup le modèle de sécurité de Coldcard où tout est open source. Donc autant le logiciel qui est exécuté sur la Coldcard que le hardware qui sert à sécuriser les clés privées des utilisateurs de Coldcard. Alors que si on regarde Trezor, leur logiciel à eux, il est open source, mais leur logiciel à eux, tout est open source aussi sur Trezor, sauf le hardware. Tandis que sur Ledger, voilà, ils utilisent un secure enclave qui finalement va être closed source et donc du coup le modèle de sécurité est différent. Je reprends juste ce que j'ai dit par rapport à Trezor, c'est open source. Et Trezor n'a pas ce qu'on appelle un secure enclave, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails techniques, le dispositif physique, le compartiment qui sécurise la clé n'existe pas de manière autant sécurisée, on va dire, que sur Coldcard et Ledger, ce qui fait que quelqu'un qui aurait accès physique au trésor pourrait extraire les clés privées de l'utilisateur. Voilà, c'est rapidement. C'est pour ça que j'aime beaucoup Coldcard. Ouais, moi aussi je suis fan. Tant qu'on y est, hein, franchement, parce que quitte à ce que cette vidéo soit vraiment pour les gens qui ont envie de comprendre c'est quoi le multisig et c'est quoi la sécurité Bitcoin, on parle ici d'utiliser plutôt une micro SD en air-gap. On va pas le faire ici, clairement, on va pas le faire maintenant. Je vous l'expliquerai tout en détail dans d'autres vidéos, mais très rapidement, en fait, du coup, Coldcard a une option de micro SD que tu pourrais mettre et ça permettrait en fait de signer à chaque fois les transactions grâce à cette micro SD. Ce serait comme une sorte de backup encore différente et du coup ta call card il lui faudrait sa micro SD pour fonctionner si je dis pas de bêtises. Et AirGap, pour définir AirGap, c'est quand c'est pas connecté à internet et dans ce cas ça va directement vers un autre système. Mais même là je pense que je suis en train de vous embrouiller et je m'embrouille moi-même, donc si tu veux rectifier rectifie, sinon on passera à autre chose. Pour faire très simple, la call card donne deux options à l'utilisateur, soit de connecter sa call card à l'ordinateur et d'agir comme on agirait avec un Trezor ou un Ledger, soit aussi de faire ça complètement hors ligne, c'est-à-dire que la call card, elle est séparée physiquement de l'ordinateur, elle n'a pas de câble. On va utiliser une micro SD pour transférer de l'information de la call card à l'ordinateur et de l'ordinateur à la call card. Voilà. Ouais. Bon, et donc du coup, à ce niveau-là, offrir l'option de signer des transactions hors ligne est très très intéressant pour l'utilisateur puisque ça réduit la surface d'attaque de Coldcard par rapport à Trezor ou Ledger. Exactement. On reviendra en détail bien plus tard, je pense, malheureusement, parce que y a quand même un paquet de. Enfin, Bitcoin, comme tu le dis, c'est tellement immense de couvrir Bitcoin que bon. C'est un peu trop compliqué. Donc, on va faire débuter parce que ça y est, hein, je l'ai fait. Je l'ai débloqué, je veux dire. Donc, ça devrait être validé. Si on ne parle pas clairement, en une minute, tu as branché les trois appareils. Pour initialiser chaque appareil, bah, grosso modo, c'est 4 minutes 5 minutes par trésor. Call card, vous n'allez pas comprendre au début, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais 10 minutes, considérez que 20 minutes, 30 minutes, vous avez initialisé les trois portefeuilles plus vos backups.
Il refaut à peu près allez, un bon 5 minutes pour télécharger Dux et faire ce qu'on vient de faire. Après, on fait donc confirmer ce périphérique. On a nos 3 clés, donc coffre 2 sur 3. On va faire confirmer votre coffre. Ajouter la configuration multisig de votre call card avec ce fichier. Alors ça du coup oui, c'est... Explique peut-être, toi, vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est cette étape du coup. Étape 1 sur 2, ajouter la configuration multisig à votre call card. Alors, ça, c'est le revers de la médaille, on va dire. On aime beaucoup la call card, mais la call card, du coup, a, on va dire, un petit peu plus de technicité. Cette étape-là, en fait, elle permet de dire à la call card dans quel coffre elle est, et de permettre ensuite à call card de pouvoir signer des transactions qui proviennent du coffre qu'on vient juste de créer à l'instant. Voilà, donc en fait, le mécanisme après derrière ça, c'est que call card va aller vérifier les adresses de change qui sont créées par ce coffre. Elle va aller les vérifier à chaque fois, et pour pouvoir vérifier ces adresses de change, à chaque fois qu'un utilisateur va dépenser de ce coffre, la call card elle a besoin de sa clé publique, mais elle a aussi besoin de la clé publique des 2 autres périphériques qui font partie de ce coffre. Chose d'ailleurs que Ledger et Trezor ne font pas. Donc du coup, à ce niveau-là, c'est un peu plus risqué. C'est-à-dire que Ledger et Trezor vont aller signer de manière un petit peu plus aveugle sur des transactions multisignatures, ce qui fait qu'il pourrait y avoir en théorie une attaque où quelqu'un te ferait signer une transaction qui enverrait des fonds dans une autre partie de ton wallet qui pourrait ensuite demander une partie de ces fonds-là pour te dire où est-ce que les bitcoins sont partis, sont allés se planquer, quoi. Voilà, sans rentrer dans les détails, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que Coldcard vraiment ajoute des mesures un peu plus, des mesures supplémentaires pour sécuriser les avoirs de leurs clients, quoi. Je vais faire passer pour le moment, simplement parce que je n'avais pas prévu une carte SD enfin, sous la main. Donc, bon, je sais que ça m'est risqué péri, sachant que théoriquement, je devrais être bon. C'est là où on arrive du coup sur le coffret validé. Télécharger le fichier de configuration et accès. Donc, ce fichier, comme tu le disais, c'est finalement le résumé avec les XPub des 3 appareils. C'est ça? Exact, c'est ça. Alors, il est important de le conserver, sachant que ce fichier ne permet pas de voler l'argent. Encore une fois, n'oubliez jamais qu'il y a une différence entre clé publique et clé privée. La clé privée est sur les appareils, vous êtes le seul à avoir accès pour signer, et c'est sur vos bouts de papier que vous avez écrit. Par contre, la clé publique, qui est donc générée par cette clé privée, peut être vue par tout le monde, à vos risques et périls d'un point de vue vie privée, mais théoriquement, si quelqu'un a accès à ça, il ne pourra pas voler l'argent, il pourra simplement voir ce qui se passe. Bon, on va l'exporter par principe, hein. On va écrire 2, hop, accéder à mon dashboard. Du coup, ce que vous voyez, ça va être le dashboard, alors j'ai remarqué qu'il faut un petit temps quand même de chargement. Et oui, ça c'est parce qu'on utilise Blockstream et que Blockstream en France il rame un petit peu. Plus D'accord. rapide au Canada. Ah ouais, donc encore une fois, c'est parce que on est en France, quoi. On est vraiment Voilà. pas. On n'est pas gagnant hein, sur tous les sujets. On n'est même pas gagnant sur beaucoup de sujets en Bitcoin, hein, pour être honnête. Alors le graph, c'est pas Blockstream hein, qui nous donne les données pour le graph, c'est une autre API. Mais habituellement, c'est un petit peu plus rapide que Blockstream. Alors, du coup, tout de suite, donc j'avais déjà montré ça. Moi, j'ai 2 questions. Enfin, là, vous avez un bot question. Ah non, partagez votre avis. Ok, ça, c'est les feedbacks. Vous avez acheté. Du coup, vous pensez intégrer tout un système d'achat de revente directement dessus? Oui, non. Et dans ce cas, quel échange? Est-ce que c'est décentralisé? Est-ce que c'est intégré à quelque chose de ouf? Parce que là, vous teasez, hein, vous mettez bientôt. Donc, moi, je pose la question. Ouais, ouais, ouais. L'idée, c'est ça, c'est de permettre aux utilisateurs, une fois qu'ils ont créé leur coffre avec Dux, leur portefeuille d'ailleurs, de pouvoir finalement acheter directement dans leur coffre où ils gèrent eux-mêmes leurs clés. Et donc avoir une expérience d'utilisateur vachement plus simple au niveau de l'acquisition de Bitcoin. Voilà. Après, avec qui on va le faire, comment on va mettre en place, etc. C'est plein de questions qui sont encore en suspens.
on bosse un petit peu sur ça, mais voilà, c'est un petit tease mignonné, quoi. Très bien. Bon, ça a changé. Alors évidemment, là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Oh là là, mais j'ai de l'argent gratuit, il y a 10 euros qui sont apparus. Non, 10 euros ne sont pas apparus. C'est, comme je l'avais expliqué dans la vidéo passée, j'avais testé du coup en m'envoyant moi-même 20 000 Satoshi. Comme évidemment, j'ai recréé la même configuration parce que j'ai utilisé les mêmes appareils physiques qui étaient prévus à cet effet, c'est complètement normal que l'argent soit là. Enfin oui, enfin, il y a pas de surprise de mon côté, mais donc si jamais il y avait des surprises pour vous, c'est complètement normal. Si on utilise les mêmes trois clés privées, on obtient du coup le même solde que si on avait détruit ce portefeuille dans le passé. 20 cassades, 20 000, et ouais, voilà. En effet, Lounès a raison. Je devrais cacher ce chiffre. Ne regardez pas. Mauvaise gestion de ma vie privée. On va ajouter une fonctionnalité où tu pourras cacher les montants sur l'application. Voilà. Ouais, ouais, je veux aussi de plus en plus à la vogue. Acheter-vendre, du coup, ça ne marche pas. Donc là, il y a le cours. Juste pour les gens. Ah ouais, c'est en euros. Bon, mais voilà, on a all-time high. Grosso modo, on a le Tu peux système. comparer tes sats en or si tu veux. Ah ouais. Une petite feature qu'on a fait pour Peter Schiff, Alors qui puisse attends, observer la démonétisation de l'or en temps réel. on va le faire dans l'ordre, histoire que tout le monde. Non, c'est mieux comme ça en fait, hein. Alors, retrait, c'est si je voudrais envoyer mes bitcoins. Ce que j'aime bien ici, c'est votre vérifier. Ça veut dire qu'on sait la dernière fois où l'appareil a été branché pour un petit peu le même système que Casa ont. Pour ceux qui ont regardé un petit peu les systèmes de Casa, ils vous demandent de faire des health checks assez régulièrement pour justement que, comme vous écrivez pas les signes, ils veulent s'assurer que vos appareils marchent toujours bien régulièrement. Est-ce que c'est à peu près le même principe? C'est 100% le même principe. C'est pouvoir vérifier l'état des clés sans utiliser les clés pour signer une transaction. Voilà. Évidemment, à chaque fois qu'on signe une transaction, ça revérifie aussi l'état de la clé. Mais voilà, c'est une fonctionnalité qu'on va ajouter. Pour l'instant, on peut juste voir l'état des clés. On ne peut pas faire de key health checks pour l'instant. Ok. Bon, transaction, il faudrait que j'envoie une adresse. J'avoue que j'ai pas prévu d'adresse encore une fois, hein, donc je vais pas non plus. Enfin, c'est pas contre vous le chat, mais je vais pas non plus vous faire un giveaway de 10 euros aujourd'hui parce que c'était pas vraiment prévu. Montant Satoshi. Choix des frais, on peut pas choisir le Satoshi par byte. Ça viendra. Comment ça? Ah si, frais personnalisés. Excuse-moi, je l'ai pas vu. Ok, Si. j'ai rien dit. Très bien. Et RFBF égale on. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, RBF, si tu hover dessus, normalement, on t'explique, c'est replace by fee. Ah oui. Ça te permet, en fait, si tu n'as pas mis assez de frais au début et que tu vois que ta transaction, elle se fait pas prendre par un mineur, elle se fait pas valider sur le réseau, tu vas pouvoir tout simplement payer un petit peu plus de frais de transaction pour qu'elle se fasse vérifier, confirmer par un mineur et ajouter à la blockchain. D'accord. Ok. Bon, bah ça c'est le retrait, hein. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans le Bitcoin, vous comprenez assez régulièrement comment ça marche une transaction. Donc vous savez que c'est à peu près le standard, hein. C'est pas comme vous, on s'attend à peu près à ça comme info, donc c'est top. Dépôt, ça donne l'adresse, évidemment. Euh, Voir l'historique de transaction, bon, il n'y en a qu'une, c'est complètement normal. Générer une nouvelle adresse, on peut en générer à l'infini. Comme c'est souvent une question que j'ai par les viewers, oui, toutes les adresses sont reliées au même portefeuille. Donc ne vous inquiétez pas si jamais ça change, c'est complètement normal. Par contre, là où on peut aller un petit peu plus loin, c'est pourquoi BC1Q. Enfin, si tu peux l'expliquer aux viewers, hein, j'en profite pour faire de l'éducation en même temps. Alors, BC1Q, c'est un format d'adresse qui s'appelle Beg32 ou Native Segwit. C'est un format qui permet d'économiser sur les frais de transaction, donc les frais de minage, parce que la transaction va être moins lourde quand elle est inclue dans un bloc. Voilà, tout simplement. C'est un nouveau, enfin entre guillemets nouveau, ça a été introduit en 2017 dans l'ajout de Segwit, dans la soft fork Segwit. Et c'est un format, voilà, un format de transaction qui est beaucoup plus efficace. Ce qu'on avait auparavant, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui legacy, qui commencerait du coup par un 1
en single sig et un 3 en multisig. Merci. Et le 1Q? Le 1Q, Bah, c'est toujours BC1Q. oui, mais ça, c'est ce format Ah ouais, c'est ok. BC1. Ok, C1. ah, mais j'ai toujours su que c'était BC1, mais je savais pas que c'était Q en plus. Ah, tu vois, tu m'apprends un truc. Non, non, c'est BC1. C'est un Q qui tourne en boucle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, là, quand tu cliques générer des adresses, tu génères 10 adresses qui loopent. Tant qu'il n'y a pas de Bitcoin qui sont associés à ces adresses, c'est les 10 mêmes adresses qui vont être régénérées à chaque fois. Et dès que tu déposes du Bitcoin là-dessus, on va rajouter une autre adresse vierge et on fait tourner, tourner, tourner. D'accord, ok. Voilà, c'est le Q qui me perturbait. Ok, bah comme quoi, je fais bien de poser des questions. Hein, c'est d'une chaîne éducative avant tout. N'oublie pas. Paramètres, bon bah français évidemment, je vous l'ai mis en français vu que c'est la version française. Hein. Si un jour tu veux faire pareil en anglais, tu me dis. Le cul, le cul, le pertu. Non mais ça va le cliché là. Hein. Frédéric, je sais que c'est toi. En euros, oui. Convertir en Satoshi, testnet, bon ça c'est classique. Hein. C'est à peu près toutes les fonctionnalités qu'on a déjà parlé. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus important, enfin le plus important, on va dire ici, c'est toute la notion de gestion pour récupérer votre portefeuille, exporter des fichiers, changer le mot de passe, réinitialiser l'application. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ou c'est vraiment un petit peu trop advanced dans tous les cas? Je dirais, il y a un truc important, c'est au niveau de l'export de ce fichier. Donc, l'utilisateur a deux options. Première option, c'est d'exporter ça encrypté. Encrypté, si l'utilisateur a ajouté un mot de passe, ce sera encrypté avec son propre mot de passe. Donc il faut qu'il fasse attention évidemment à se souvenir de son mot de passe ou à l'avoir bien mis dans son gestionnaire de mot de passe. L'autre option, c'est que nous, on encrypte pour eux avec notre clé à nous. Donc du coup, là, à ce niveau-là, il y a une dépendance avec Dux. Voilà. Après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet quand même à l'utilisateur de garder une copie de ce fichier de configuration sur son ordinateur pour pouvoir la réimporter plus tard si jamais besoin. L'autre option qui est, je dirais, potentiellement plus avancée serait d'exporter ce fichier-là non sécurisé. C'est-à-dire, on voit en fait les expubs, on voit toutes les informations qui sont dans ce fichier, c'est littéralement du texte. Ce qui se passe à ce niveau-là, du coup, c'est qu'il n'y a pas du tout de dépendance, on va dire, avec Docs. Vous êtes complètement indépendant à ce niveau-là. Mais il peut y avoir évidemment des risques de leak de données, étant donné que quiconque a accès à ce fichier-là pourra du coup voir les montants qui sont associés à ce portefeuille ou à ce coffre qui fait partie de ce fichier de configuration et pourra aussi voir tout l'historique de transactions qui est relié à ces comptes-là. Donc, c'est encore une fois toujours et encore un compromis qu'on offre à l'utilisateur. Ouais, la sécurité, c'est toujours un compromis, évidemment. Bon, bah, je pense que c'est à peu près fini parce que donc là, on a le récap, hein, évidemment. C'était quoi ça? Ouais, bon, c'était d'où est venue ma transaction. C'est pas très important. Dans tous les cas, j'avais prévu de la montrer. Vu qu'elle vient de Umbrel, qui est également un portefeuille. Ma node Umbrel est un test pour cette chaîne, évidemment. Portefeuille, ah oui, ça c'est une question que j'avais parce que par rapport à Spectre, vous avez choisi différemment. Dans le sens où Spectre, il faut mettre ses portefeuilles d'abord, initialiser les portefeuilles, on va dire à gauche ici, et après, quand on crée le coffre, donc leur système de multisig, on choisit les portefeuilles qu'on a déjà pré-remplis. Vous, c'est différent, vous avez le coffre, mais derrière, on pourrait recréer un portefeuille en fait différent. C'est bien ça? Ou je t'ai perdu? Exactement. Non, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Spectre font la chose qui est techniquement juste, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'ajouter une clé. Cette clé, elle fait partie d'un périphérique matériel. Et ensuite, une fois que la clé elle est stockée en mémoire dans l'application Spectre, Spectre te dit bah, écoute, tu peux créer avec cette clé un portefeuille ou tu peux le mettre dans un coffre. Voilà, tu fais ce que tu veux avec cette clé-là. Tu peux la mettre dans plusieurs coffres, dans plusieurs portefeuilles, c'est libre à toi. Alors techniquement, bah, évidemment, c'est la chose la plus correcte à faire. Je dirais au niveau du UX, donc de l'expérience d'utilisateur, ça porte un peu plus à confusion, surtout les néophytes. C'est-à-dire qu'ils
enfin, en tout cas, moi, l'hypothèse finalement qu'on a prise, c'est de se dire l'inverse. C'est-à-dire que l'intention d'un utilisateur derrière l'ajout d'une clé, c'est pour que cette clé, elle fasse partie soit d'un wallet, donc d'un portefeuille avec une clé, soit d'un vault, donc d'un coffre avec plusieurs clés. Donc à ce niveau-là, au niveau de l'onboarding en fait du périphérique matériel, on va demander à l'utilisateur d'abord d'exprimer son intention, donc de nous dire OK, je veux créer un portefeuille ou je veux créer un coffre, et après du coup d'aller rajouter ces périphériques matériels. Voilà. C'est un choix qu'on a fait. On parlerait ici d'avoir une opinion en tant que développeur de logiciel. Donc voilà, on réduit le champ des possibilités pour l'utilisateur, mais du coup, notre hypothèse, c'est que l'expérience est plus simple. Alors là, j'ai perdu le son. Est-ce que maintenant il y a le son? Ah, oui, ça y est. Ok, ouais, j'ai plus de batterie, je suis allé changer la batterie en rush, c'est les problèmes du live. Question du coup, c'était évidemment, donc est-ce que vous allez proposer des portefeuilles mobiles, donc des smartphones qui peuvent être intégrés dessus, et donc je vais étendre la question sur c'est quoi un peu votre roadmap ou votre ligne de process pour rajouter simplement des portefeuilles physiques ou des périphériques matériels comme vous les appelez, à savoir les Kobo, tous les trucs que tu as cités. Quand on a créé le portefeuille, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait que trois choix, Ledger, Trezor, Coldcard. Tous les autres, comment ça marche? Ça sera implémenté, implémentable? Est-ce que du coup on peut même utiliser un portefeuille mobile comme un Blue Wallet, un Green Wallet pour une des trois clés? Voilà. Teaser, teaser, teaser. Tout est faisable finalement, hein, en software. Question de temps et ouais, de mettre ça en priorité. Pour nous, on veut pouvoir évidemment ajouter le plus de périphériques matériels possible. Donc, tu as mentionné Kobo, très très intéressant. Passeport aussi de Foundation Devices qui est très intéressant parce que ces deux-là, ces deux options qui permettraient à l'utilisateur de rester en air-gap, donc hors ligne, et au lieu d'utiliser des cartes micro SD, utiliser des codes QR. Donc ça, c'est très cool niveau UX. Dans la roadmap, évidemment, on a toutes ces idées, toutes ces envies. Après, au niveau du temps, il va falloir qu'on mette ça, qu'on priorise. Pour l'instant, on a une version qui est assez stable, qui a été vraiment bien testée de notre côté. On veut la tester un petit peu plus au niveau public, comme on fait en ce moment. Voilà, aller chercher des demandes de fonctionnalités, rapporter des bugs, etc. Après, l'idée, ce sera évidemment de rajouter donc, ces périphériques matériels, de potentiellement offrir d'autres fonctionnalités un petit peu plus avancées. Donc, admettons tout ce qui est gestion de UTXOs, gestion on appellerait ça coin control, pour permettre à un utilisateur de choisir la monnaie qui est dans son portefeuille ou dans son coffre et de dire je veux prendre ces pièces et ces billets pour envoyer une transaction. Voilà. Il y a évidemment, on a une backlog qui grossit tous les jours. On aimerait d'ailleurs la mettre publique. Je pense qu'on va la partager publiquement pour essayer d'aller chercher encore une fois des commentaires et du feedback d'autres utilisateurs et nous aider à mettre la backlog, à prioriser la backlog. D'accord, d'accord. Plein de features. Je pense qu'on a du taf pendant 10 ans. Ouais, non, mais c'est de toute façon, quand tu es sur Bitcoin, évidemment, tu as toujours du taf et c'est normal. Hein. Sauf si tu t'appelles genre Frédéric et dans ce cas, tu fais pas grand chose à part faire une collection de Lego. Mais bon, c'est qui ce mec après tout. Le modèle de financement du projet, c'est une question qui revient. On a déjà un petit peu abordé. Comme tu dis, vous avez du taf pour 10 ans. Comment, voilà, est-ce que du coup, il y aurait potentiellement vous cherchez des graines, des solutions, des donations, comment ça se passe? Alors oui, on regarde, il y a des grants évidemment open source. Je pense que les grants, on les obtiendra si on fait Traduit preuve. graines peut-être. Graines, c'est en français. Subvention, C'est... subvention, c'est-à-dire du cash qui serait donné d'entreprises comme
Alors, il y a les grands aujourd'hui qui sponsorisent ça. Ça va être Square, ça va être qui d'autre qui fait ça? Bon, il y a différentes entreprises en Bitcoin qui offrent des subventions pour les projets open source. Évidemment, c'est les projets open source les plus prometteurs, donc c'est à Dux aussi de faire ses preuves à ce niveau-là. Aujourd'hui, on ne cherche pas de financement particulier. On fait ça sur notre temps personnel. On finance ça avec nos épargnes à nous au niveau de l'énergie et du temps qu'on met là-dedans. Voilà. Après, évidemment, l'idée derrière Dux, c'est de développer une société qui peut aller générer des revenus de manière plus durable, offrir d'autres services financiers optionnels à des utilisateurs qui désireraient les utiliser. Donc, admettons, on a vu un petit teaser avec le Buy Bitcoin. Ce serait donc un modèle qui permettrait à ce produit d'aller chercher un certain revenu et donc permettre à l'équipe de potentiellement d'en vivre dans le futur. Puis après, on peut penser, si on dézoome un peu de ça, on sait que voilà, une plateforme de gestion de clés comme Dux peut être utilisée comme une plateforme de base sur laquelle on peut développer toute une ribambelle de services financiers. Donc, achat et la vente, ce seraient des services de courtage de Bitcoin. Après, il y aurait potentiellement des services d'héritage où, comme Unchained Capital, vous pouvez offrir de la gestion de clés collaboratives avec, admettons, des cabinets d'avocats qui auraient une clé dans votre quorum de clés multisig. On peut penser voilà, à plein d'autres services financiers à ce niveau-là, aussi au niveau des prêts. Donc, admettons, aujourd'hui, il y a des entreprises qui font ça aux US. Bon, il y a évidemment Unchained, il y a BlockFi, au Canada, on en a une autre qui s'appelle Ledden. Et en fait, voilà, permettre vraiment aux bitcoiners d'utiliser Dux comme finalement une sorte de néobanque, un petit peu, une néobanque Bitcoin où vous pouvez avoir autant des produits et services de conservation de Bitcoin que d'achat de Bitcoin, que de prêt de Bitcoin, etc., etc. Ça, après, voilà, c'est des idées. Là, j'en parle, c'est encore Ouais, farfelu. non, mais- Il y a pas de grande stratégie, mais c'est un petit peu la vision. Ce qui nous plaît derrière ça, c'est évidemment de pouvoir développer tous ces services de manière 100% optionnelle. Il n'y aura évidemment jamais de compromis sur les données des clients, sur le fait que certains clients aujourd'hui devraient se vérifier, faire du KYC, etc. Voilà, l'idée, c'est d'aller utiliser cette plateforme potentiellement pour des services annexes. Et puis après, voilà, voir comment le marché réagit face à ce type de solution. Eh ben écoute, parfait. Sur cette belle parole, je pense qu'on peut clôturer. J'ai déjà remercié le chat d'être encore ici. Merci à vous pour vos questions. Merci à Lounès toujours de modérer, même si bon, il n'a pas énormément de boulot, on va dire, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. Bravo à toi et à toute l'équipe d'avoir créé ça. Merci à tout le monde sur YouTube qui continue à soutenir le projet, liker, partager, en parler avec vos amis. Si vous êtes sur le cours Teachable, parce que je vais sûrement la mettre sur le cours Teachable, j'espère que le cours vous plaît. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin, un petit dernier message pour nos bitcoiners de demain, ceux qui font le cours, ceux qui sont en train d'apprendre, vraiment des gens qui débutent dans l'industrie, qui sont en plein plongeon dans le terrier du bitcoin, à découvrir tout et rien en même temps. Je pense qu'on a tous eu cette expérience dans notre vie à un moment ou à un autre, même si ça a commencé à dater pour certains. Voilà, c'est quoi ton message pour eux? Oh, moi, je dirais, n'attendez pas pour prendre possession de vos clés Bitcoin. Si vos Bitcoins sont encore sur un échange, c'est OK, mais il faut pas trop glander. Et puis, voilà, essayer de s'éduquer, d'en apprendre un petit peu plus sur comment gérer ses propres clés. Si vous souhaitez essayer Dux et nous donner évidemment vos commentaires et feedbacks, c'est avec grand plaisir. On est d'ailleurs sur Telegram, donc @DuxReserve. On est sur Twitter, au même handle aussi. Et puis, on adore discuter avec les utilisateurs de leurs problèmes, de ce qui bug, de ce qui marche pas, etc. Donc, c'est voilà, avec grand plaisir qu'on parle d'ailleurs de Dux, mais aussi
de multisig, de conservation de Bitcoin, d'achat, voilà, on adore parler de Bitcoin de manière générale. Moi aussi d'ailleurs, je suis assez souvent sur Twitter, peut-être même un peu trop. Donc voilà, vous pouvez me parler, évidemment, mes DM sont ouverts, c'est THIBM _. Évidemment, vous trouverez tous les liens dans la description, comme toujours. Allez, merci beaucoup à toi Thibaut d'être venu, merci à toute l'équipe, merci aux viewers, merci aux gens qui ont tenu pendant 1h30 avec nous, c'était un plaisir. Salut! Merci Roxy. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?